milieu urbain et périurbain. Donc ça, c'est nos grands enjeux à travailler durant le cycle 2020-2023. Et pour le coup, c'est avec tous ces membres qu'on utilise les cas pratiques et les retours d'expérience pour pouvoir réaliser des travaux et faire des rendus à horizon 2023. Donc, Mathieu et André vont vous présenter donc quelques résultats du précédent cycle dans lequel Mathieu et André étaient référents. Bonjour, donc on va commencer par les bus rapide transit. Le bus rapide transit ou BRT est une solution de mobilité alternative à la voiture qui est apparue dans les années 60, essentiellement en Amérique latine. C'est un mode de transport rapide qui combine la qualité du rail et la flexibilité de l'autobus. Donc ça, c'est une définition qui a été posée en 2002 et qui correspond bien en fait aux objectifs de ce système de transport qui a pour objectif donc de réaliser des distances importantes, aller chercher les gens sur leur lieu de résidence pour les amener là où ils ont besoin d'aller et parfois très loin, à plusieurs dizaines de kilomètres dans les centres urbains, notamment pour travailler. Et donc le BRT répond à ce besoin d'aller vite, loin et transporter beaucoup. Il se trouve que le BRT, on ne peut pas le caractériser de manière précise parce qu'il prend différentes formes à travers le monde pour justement s'adapter au contexte. C'est la souplesse que lui offre le système de TC routier. Pour autant, dans le système BRT, on va retrouver 3 composantes dans toutes les mises en œuvre. Donc, la première des composantes qui est très importante, c'est l'infrastructure. Donc, le BRT s'appuie sur une infrastructure adaptée, avec de la voie réservée, par exemple, mais lorsqu'il y en a besoin, pas forcément sur l'intégralité de l'itinéraire. Ça s'appuie aussi sur un matériel de qualité, accessible, identifiable, performant. Et ça s'appuie sur la troisième composante qui est l'exploitation en termes de fréquence, d'offres, d'arrêt, de connexion avec les autres systèmes. On va trouver dans les BRT une évolution sur la diapo suivante. Merci. Donc, les BRT, ce que je disais, c'est un système qui a essentiellement commencé en Amérique latine. On va le voir sur le premier graphique en haut à droite, où jusqu'en 1995, on va trouver ce système-là essentiellement en Amérique latine. Et puis, de 1995 à 2015, on observe un fort développement avec des mises en œuvre un peu partout dans le monde, mais avec différentes formes. Donc, en Europe, on va avoir des BRT, on va dire plutôt light, avec une prépondérance du BHNS français, donc des systèmes plutôt urbains. En Asie, on va avoir des projets de très grande ampleur, avec des aménagements qui vont utiliser beaucoup la voie réservée, avec des systèmes déconnectés de l'infrastructure actuelle. Et en Amérique du Nord, on va avoir un développement qui va se faire en parallèle ou conjointement au développement du covoiturage. Et bien sûr, on a toujours l'Amérique latine qui continue à développer le système. Puis, depuis 2015, on assiste à un léger freinage, mais qui se fait en parallèle d'études. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de projets de BRT qui sont aujourd'hui en études. Et donc, dans le monde, on a 180 villes qui possèdent déjà un réseau. Et on pourrait très rapidement, on va quasi doubler, on va dire, parce qu'on a une centaine de projets supplémentaires, de nouveaux réseaux qui seraient susceptibles d'être mis en œuvre dans les 3 à 5 prochaines années. Donc, on a quelques chiffres aussi à vous montrer sur le système BRT. Donc, voilà, quelques aménagements un peu caractéristiques, que ce soit au Mexique, en Chine, en Europe ou aux États-Unis, où on voit qu'on est sur des corridors qui font plusieurs dizaines de kilomètres, qui s'adaptent dans différents contextes d'aire urbaine, avec des populations de l'ordre de plusieurs centaines de milliers de personnes.
et qui peuvent transporter énormément de monde. Donc là, on a un système aux États-Unis à 8000 passagers jour, mais on rencontre fréquemment des systèmes aux alentours de 10, 20, 30 000 passagers jour. Et puis, on a quelques records, comme en Chine, avec un système qui transporte 850 000 passagers jour. Et en Inde, un système qui se base sur un corridor qui s'étend sur 82 km de long. Donc voilà, vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site de Piarc. Ton micro est coupé, André. Excusez-moi, j'avais coupé le son. Je vais essayer de répondre à quelques questions clés, notamment sur les besoins, à quel type de besoins s'adressent les BRT, et puis quelles sont les caractéristiques de ces lignes. Alors la cible, ce n'est pas clairement les déplacements quotidiens de quelques kilomètres, c'est les déplacements de plusieurs dizaines de kilomètres, pour l'accès à l'emploi, mais aussi aux services qui sont souvent concentrés dans les métropoles. Alors il y a une vingtaine d'années, l'INSEE produisait des cartes de ce type, qui donnaient ici, pour la région Île-de-France, par exemple, le nombre de salariés, les distances moyennes que parcourent les salariés d'une commune pour aller sur leur lieu de travail, et à partir du moment où c'est rouge, c'est plus de 10 km, ça va jusqu'à 30 km. Diapo suivante. Alors, diapo suivante, Amélia, s'il te plaît. Amélia? Amélia, peux-tu passer la diapo suivante, s'il te plaît? Ouais. On a des problèmes là. Alors, peut-on quantifier ce besoin pour ce qui est des automobilistes? Alors, l'INSEE a là aussi, l'année dernière, produit une étude qui nous apprend qu'il y a en France 3,3 millions de salariés qui effectuent plus de 25 km. Là, ils ont mis la barre à 25 km. 25 km le matin, donc en voiture, pour aller travailler. Alors, ce qui est étonnant, c'est la carte qu'ils produisent et que vous avez ici sous les yeux, parce qu'en gros, les taches blanches, c'est les métropoles, et là, il n'y a pas de problème. Et le problème, il est concentré à l'extérieur, bien au-delà d'ailleurs, des métropoles et parfois même de l'aire urbaine. Et donc, ce sont là que se trouvent ces fameux 3 millions, principalement 3 300 000 salariés. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, le modèle madrilène est intéressant parce que ils ont vraiment érigé ce système en un système complet de transport, bus plus métro, 350 lignes de BRT irriguent la Grande Couronne et se connectent sur une ligne de métro circulaire via des pôles d'échange multimodaux. Ce système transporte 800 000 passagers par jour. Diapo suivante. Alors, comment peut-on vérifier qu'un système de ce type adresse le bon type de besoin? Eh bien, en vérifiant la distance moyenne effectuée par les usagers via ce service. Vous voyez dans le tableau à droite, dans le cas de Madrid, ce qu'ils appellent les suburban bus, c'est en fait des BRT, et ces BRT assurent un volume de transport analogue à celui des trains régionaux, et avec des distances moyennes qui sont analogues, 15 km pour 19 km. Alors, on peut aussi voir quelles sont les caractéristiques de ces lignes. Diapo suivante. Les caractéristiques de ces lignes, dans BRT, il y a R. R, ça veut dire rapide. Ça veut dire que le tracé est principalement situé sur des voies rapides. C'est le cas sur des lignes à Grenoble, entre Aix et Marseille, ou sur A10 en région parisienne et A14. Et le troisième mot, c'est T comme transit. Transit, ça veut dire qu'il y a une section importante sans arrêt intermédiaire. Et sur les deux petits schémas que vous avez, et qui sont les schémas des lignes de Mantes, la Défense et de Dourdan-Massy en région parisienne, on a des sections de 30 km sur A10 avec un seul arrêt et une section de 40 km sur A14 sans arrêt intermédiaire. C'est une caractéristique fondamentale des BRT. Alors, quels sont les freins? Diapo suivante. Les freins, eh bien, bien sûr, les aménagements de voirie, l'absence de référentiel. Marie-Pierre Fléchon et Olivier Tessier illustreront ces deux points avec des cas précis. Mais il y a également un frein qui était et qui reste probablement encore important, c'est la coordination entre les différentes entités. Et je vous ai remis là un extrait de la carte de tout à l'heure sur les déplacements en voiture de plus de 25 km et en vis-à-vis le périmètre des AOT en 2017. Et ce que vous voyez, c'est que Toulouse,
qui, au niveau de l'AOT, apparaît en bleu et Bordeaux en orange sur la carte de droite, eh bien, au fond, ces périmètres-là sont situés à l'intérieur de la tache blanche, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout à l'échelle du problème. Et Jérôme Kravets nous montrera comment la LOM permet de faire face à ce problème de coordination. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette intervention qui présente bien les BRT au niveau mondial. Donc, comme disait André, les cas qu'on vous présente aujourd'hui, présentés par les intervenants, correspondent tout à fait aux objets qui semblent les plus cohérents et qui réussissent finalement, ce qui sont des succès comme car express en France. Marie-Pierre Fléchon, je ne sais pas si vous pouvez mettre en place la caméra et le son pour présenter donc la ligne Voiron-Grenoble, qui est une ligne d'autocar qui existe depuis de nombreuses années, plus de 10 ans. Elle va nous en parler. Marie-Pierre Fléchon. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais effectivement vous livrer l'expérience iséroise en la matière, sachant qu'un certain nombre de participants connaissent bien l'objet pour y avoir contribué à la genèse, pour l'exploiter aujourd'hui, aussi bien en tant que gestionnaire d'infrastructure ou du réseau Transisère, parce que j'ai quelques collègues qui sont connectés également. Donc, quelques mots pour rappeler la genèse de cette voie spécialisée partagée qui a évolué dans les années. Donc, la configuration grenobloise et donc la géographie grenobloise est effectivement un petit peu particulière avec nos montagnes. Une ville-centre qui a une forte attractivité et donc ce contexte génère une certaine pression foncière qui fait qu'on a eu un phénomène de périurbanisation et donc des déplacements périurbains de fait en croissance sur les 3 vallées grenobloises. Au-delà de cette croissance, c'est surtout qu'on était confronté, et dès les années 2000, à des congestions récurrentes sur les axes autoroutiers. Et donc, le département, en 2002, en tant qu'AOM, à l'époque, avait fait le choix de mettre une offre de transport en commun qu'il voulait compétitive et complémentaire au TER, puisqu'en fait, ces vallées sont aussi irriguées par du réseau ferroviaire, mais avec une ligne qui était relativement malade. Et donc, pour qu'elle soit compétitive, il fallait qu'on puisse effectivement assurer une performance sur ces lignes-là. Et donc, nos élus nous avaient demandé de réfléchir à un aménagement qui soit pas trop onéreux et qui puisse assurer cette complémentarité. Donc, c'est de ce constat et de cette ambition qu'est née la voie spécialisée et partagée, donc qui a été une expérimentation puisque l'objet était non identifié au sens routier. Et donc, au niveau de cet objet-là, il s'agissait en fait d'utiliser la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A48 et qui se prolongeait sur une partie de route nationale à caractéristiques autoroutières. Et donc, on a conçu ce projet en plusieurs phases. Et donc, cette voie, elle est aménagée aujourd'hui sur un linéaire de 9,2 km, ce qui a représenté un coût total d'investissement de 14,5 millions d'euros. On a 3 cantons, donc quelques descriptions en rebondissant sur ce qui a été dit sur les caractéristiques de Savoie en termes de BRT. Donc, on a 3 cantons qui sont gérés indépendamment sur ces 9,2 km, parce qu'il se trouve qu'on a aussi 2 exploitants routiers sur ce linéaire-là, puisqu'on a une partie qui est exploitée par AREA et une partie qui est exploitée par la direction interdépartementale des routes centre-est. En termes de portes d'accès, donc on a 4 entrées effectivement sur cette voie. Donc une première au démarrage de cette voie sur le secteur de Vorep. On a une entrée-sortie au niveau de Saint-Égrève, donc on est à peu près à 4 km, donc on parlait de temps d'arrêt, et avec un arrêt-car au niveau de Saint-Égrève. On a aussi une entrée au niveau d'une bifurcation autoroutière et enfin une entrée sur Saint-Égrève Sud. En termes d'arrêt, comme je le disais à l'instant, un seul point d'arrêt aujourd'hui qui est aménagé au droit d'un échangeur. Donc là, au départ, au niveau de cette expérimentation, donc on a dû travailler à la fois sur l'infrastructure et à la fois sur les équipements dynamiques, puisqu'il fallait qu'on propose donc un objet
qui permettent donc cette circulation des cars tout en préservant la fonction de bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute. Donc, on a eu des travaux sur l'aménagement de la plateforme autoroutière. Il s'est agi en fait de répartir différemment l'espace disponible en augmentant la largeur de la bande d'arrêt d'urgence pour qu'elle puisse accueillir les cars et en jouant effectivement sur les largeurs des voies de l'autoroute pour pouvoir rester dans cette emprise. Et donc, en parallèle, on a mis en place en fait une gestion dynamique de cette voie, puisque cette voie avait vocation à n'être activée qu'en période de congestion et donc à laisser l'usage de la bande d'arrêt d'urgence en dehors de ces périodes de congestion. Et dans les discussions qu'on avait eues avec l'État dans la conception de cet objet, il fallait qu'on puisse mettre aussi donc, des dispositifs pour la désactiver en cas d'incident. Donc, du coup, il y a eu un déploiement de nombreux équipements dynamiques pour informer l'activation et d'être en mesure de désactiver très vite la voie. Donc, la bonne nouvelle pour nous, c'est comme je me disais dans le titre, c'est qu'on a commencé ces travaux en 2004, où on avait commencé par l'aménagement d'une bretelle, une première section réalisée sur du réseau non concédé et la deuxième section à l'amont qui a été réalisée, donc la première en 2007 et la deuxième en 2014 sur le réseau autoroutier. Et donc, on a travaillé pendant tout ce temps avec les services de l'État pour faire en sorte que, suite à des évaluations, j'y reviendrai quelques temps après, aussi bien sur le gain que sur les aspects sécurité de cet objet, on puisse sortir de l'expérimentation et rendre cet objet, qu'il puisse rentrer dans les outils routiers. Et donc, c'est tout récent, puisqu'on a eu la grande satisfaction en juin 2020 de transformer cette voie spécialisée partagée en voie réservée donc de transport en commun, conformément au guide qui a été récemment publié. Et donc, du coup, ça a permis d'alléger le dispositif et donc de supprimer les nombreux équipements dynamiques, puisqu'aujourd'hui, on garde sur les mêmes principes où les cars sont autorisés à aller sur la BAU en période de congestion, mais laisser au propre chef, la décision au conducteur de transport en commun et de pouvoir rentrer, sortir en fonction du niveau de congestion sur l'autoroute. Donc ça ouvre des perspectives parce que du coup, c'est des aménagements qui seront aussi moins coûteux parce que le poste équipement dynamique représentait une part très, très importante aussi dans l'investissement pour ce type de dispositif. Et plus facile pour les transporteurs, puisque dans le cas de l'expérimentation, on devait habiliter tous les conducteurs. Donc ça, c'était pour la description de l'objet routier. En termes de transport en commun, donc aujourd'hui, on a 14 lignes de transport régulières qui empruntent cette voie. Alors, j'étais restée sur l'aspect VSP qui était autorisé par voie de convention avec habilitation des conducteurs. Aujourd'hui, avec le passage en VRTC, donc ça nous a permis aussi d'augmenter le seuil du nombre de cars par heure, puisque dans le cadre de l'expérimentation, on était limité à 30 cars par heure en moyenne. Et aujourd'hui, on peut effectivement monter jusqu'à 99 cars par heure. Donc là, rapidement, je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc, on a à la fois des lignes transisaires, mais aussi toutes les lignes régulières, voire privées, d'entreprises, des services librement organisés qui peuvent maintenant emprunter la voie. Et il suffit d'avoir une convention pour respecter le seuil. En termes de fréquentation, donc ce qu'on a pu constater, donc en tout cas sur ce qui concerne le réseau transisaire, donc comme je disais, cette offre elle avait été mise en place dès 2002 et donc avec des premiers aménagements significatifs 2007 puis 2014. On est aujourd'hui sur cette ligne à peu près à 5000 voyages par jour. Donc on a vu une fréquentation multipliée par 5 sur une dizaine d'années. L'Express 2 donc, est sur 1800 voyages par jour. En termes d'activation, en tout cas d'utilisation, on est de façon récurrente en semaine, tous les matins à peu près de 7h à 9h30 et de plus en plus fréquemment le soir. Dans le cadre de cette expérimentation, on avait fait une évaluation donc avec les services de l'État, CEREMA et ZELT, à la fois sur des sujets de sécurité et à la fois sur des sujets de gain TC. Donc au niveau des temps de parcours, et on a donc un gain sur les 9 km qui est en moyenne à 3 minutes pour chaque car et qui peut aller suivant les conditions de circulation jusqu'à 6 minutes. Sachant que ce gain de temps, on avait aussi demandé de l'évaluer aux conducteurs, aux usagers, et ils avaient un sentiment que le gain de temps était bien plus important que le réalisé.
Mais le principal gain qu'on a eu avec cet aménagement, c'est de pouvoir garantir aussi une régularité des temps de parcours, ce qui est primordial en termes de transport en commun. Sur les leviers de réussite, alors ça avait été soulevé comme un frein dans la précédente présentation. C'est clair que pour avancer, il a fallu compter sur la mobilisation de nombreux acteurs, donc sur les autorités organisatrices de mobilité, mais aussi sur les transporteurs qui étaient utilisateurs de cette voie, sur les gestionnaires de voirie, donc j'ai cité la DIR Centre-Est et AREA, et les services de l'État et différents services de l'État, que ce soit la direction départementale des territoires, donc, qui travaillait sur ces sujets aussi sécurité, transport, en lien étroit avec la préfecture, que ce soit la direction des infrastructures terrestres ou que ce soit le réseau technique, le CEREMA, qui a suivi aussi avec nous ce projet. Un autre levier de réussite, alors de celui-là et sans doute de prochains aménagements, c'est les dispositifs d'aide financière. Parce que la première section qu'on avait réalisée en 2007, elle avait été financée à 100% par le département. La seconde section qui a été réalisée donc en 2014 sur le domaine AREA a été cofinancée à parts égales entre AREA et le département. Et donc, ce type d'aménagement, aujourd'hui, on l'inscrit aussi dans nos programmations contractuelles, donc les CPER. Donc, on a des projets qui sont identifiés aujourd'hui pour prolonger ce type de voie sur l'Y grenoblois. Et on voit que les appels à projets aussi qui sont lancés par l'État vont permettre de favoriser ce type d'aménagement. Sur ces lignes aussi, ce qu'on a cherché à travailler, c'est un peu l'approche effectivement de toute la chaîne de déplacement. Donc là, si on reste effectivement sur la ligne Grenoble, enfin Voiron-Grenoble, sachant que nos lignes sont dématérialisées, on a une ligne donc, qui prend son départ au terminus depuis des pôles d'échange multimodaux. Là, en exemple, j'ai fait figurer la gare routière de Voiron, donc pour montrer qu'effectivement c'est important qu'on ait une connexion aussi bien TER, vélo, il y a des parkings à proximité pour pouvoir se rabattre sur ce type de réseau et faire de la continuité avec le TER. Sur l'itinéraire, là, je mettais un autre exemple, parce qu'on a plusieurs parkings relais qui ont été aménagés au droit des arrêts de la ligne Express 1, et en particulier au niveau de Saint-Égrève, qui est le seul point d'arrêt sur cette section, où on a un parking qui a été donc d'ailleurs étendu, et où on vise à mettre effectivement du stationnement vélo, mais également des bornes de recharge pour les véhicules électriques, parce que ça nous paraît aussi important et c'est un lieu de rabattement par rapport à d'autres vallées pour pouvoir effectivement se connecter sur cette offre-là. Donc ça, c'est des points qu'il faut effectivement travailler. Et pour finir un petit peu en termes de perspective, donc pour revenir sur des questions plus d'objets routiers, donc là on a une petite particularité là, sur cet axe-là depuis septembre dernier, puisqu'on a donc la VRTC qui était aménagée sur l'emprise de la bande d'arrêt d'urgence, comme je disais, sur A48, et nos collègues d'AREA ont mis en service en septembre dernier une voie de covoiturage sur la voie de gauche. Donc là, on rentre dans une phase d'analyse à la fois d'analyse des comportements, mais de cohabitation aussi de ces différents outils sur une même section autoroutière. Il nous reste des points techniques à finaliser, à améliorer donc dans le cadre de nos échanges avec l'ensemble des partenaires. C'est qu'aujourd'hui, dans les autorisations qu'on a pu avoir de l'État, on a une obligation de sortir au niveau de l'échangeur de Saint-Égrève, même quand la ligne ne marque pas un arrêt au niveau de Saint-Égrève. Donc, on a encore à trouver des solutions techniques pour les franchissements au droit des échangeurs. Et il y a un autre sujet dont on parle depuis de nombreuses années aussi avec nos collègues, c'est la question du différentiel de vitesse. Parce qu'aujourd'hui, quand les cars empruntent la bande d'arrêt d'urgence, donc en période de congestion, leur vitesse est limitée à 50 km/h, tout comme la section courante.
Et nous, on défendait un peu le fait qu'on pourrait imaginer d'avoir une autorisation de vitesse un peu supérieure sur la bande d'arrêt d'urgence qui permettrait encore d'améliorer la performance des transports. Un autre sujet d'actualité, c'est également des travaux qu'on a avec le gestionnaire autoroutier et avec les services de l'État pour des aménagements de points d'arrêt sur bretelles qui viendraient encore renforcer l'attractivité de ces lignes-là. Et comme je disais, on travaille sur des projets, nous, sur les autres branches du Y grenoblois. Voilà en quelques mots l'expérience iséroise et la suite espérée sur le département de l'Isère pour faire prospérer ce type d'aménagement. Merci beaucoup, Marie-Pierre Fichou. Donc, je voulais éventuellement, on va vous poser quelques questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, hein, il n'y a pas de problème. Donc, il y a beaucoup de questions, par contre, sur l'aménagement de la voie réservée. Donc, en effet, vous avez un retour d'expérience très, très important hein, depuis de nombreuses années, depuis, vous disiez, plus de 15 ans. Donc, concernant la voie réservée, donc beaucoup de changements. Les questions concernaient la limitation de vitesse et également le processus d'habilitation des chauffeurs de bus et également le respect de la voie. Donc, je crois que vous avez cité le fait qu'elle avait été transformée grâce à un guide de règles de l'art transformé en VRTC, cette VSP, c'est cela ? Tout à fait. Donc, depuis juin 2020, elle a pris le statut de voie réservée de transport en commun, ce qui fait qu'elle est rentrée dans le code de la route. Et donc, la contrainte, entre guillemets, d'habilitation des conducteurs est tombée, puisqu'en fait, c'est considéré maintenant comme un objet identifié par le code de la route. Donc, il n'y a plus d'habilitation du conducteur. Parce qu'en fait, cette habilitation de conducteur nécessitait effectivement une formation, c'est suivre une formation au conducteur pour qu'il puisse l'utiliser. La seule contrainte qui reste administrative, c'est, je disais rapidement tout à l'heure, c'est qu'il y a un seuil qui a été fixé par ce guide d'un nombre et donc et de fait par les arrêtés préfectoraux qui règlent la police sur cette voie-là. C'est le seuil de nombre de cars autorisés par heure, qui est donc remonté au seuil de 100. Et donc, du coup, le transporteur doit avoir une convention avec l'État et le gestionnaire pour être autorisé à l'emprunter. Très bien. Il y avait également des questions. Donc, c'est tout en termes de matériel. Nous sommes sur des autocars avec passagers assis. Est-ce qu'il y a des bus urbains qui pourraient éventuellement prendre cette voie avec des passagers debout? Il n'y a que vos lignes à vous du département ou est-ce qu'il y a d'autres lignes? Alors, les lignes Transisère, c'est du réseau effectivement interurbain, donc avec cars et places assises. Il y a des lignes du réseau urbain qui les empruntent en partie terminale. Et après, on a des transporteurs donc privés, donc des lignes régulières donc pour les services librement organisés, ou même on a le cas d'un transporteur qui œuvre pour une entreprise qui transporte ses salariés, dans la mesure où ces lignes régulières, ils sont aussi autorisés à l'emprunter. Très bien. Et il n'y a pas de matériel avec passagers debout, excusez-moi, j'ai pas... Après, sur les passagers debout, on peut être effectivement en surcharge, mais en respectant les limites fixées par la réglementation en la matière, que ce soit en fonction des respects de limitation de vitesse et que les cars soient habilités. Une autre question pour finir, peut-être. On vous demande si vous avez gardé la compétence transport depuis le transfert à la région. Alors, la région, effectivement, nous avait délégué, après, donc en 2017, nous avait demandé de poursuivre l'exploitation du réseau Transisère et la délégation va prendre fin au 31 août 2021, où la région va reprendre l'exercice en direct. Très bien. Donc, il y a pas mal de questions, donc je demanderai peut-être, on ne pourra pas répondre à tout au regard du timing, par contre, on répondra à vos questions. Après ce webinaire, on fera en sorte de pouvoir répondre, on demandera aux intervenants de répondre à vos différentes questions concernant l'aménagement en tant que tel. Je ne sais pas si quelqu'un a une question pour finir sur l'exploitation globale de ces lignes express. Vous disiez que vous avez sur le département 2 lignes express. Est-ce qu'il y en a d'autres? Vous parliez de
d'autres aménagements sur d'autres axes. Est-ce que vous avez plusieurs lignes express à peu près sur en termes de lignes express sur l'agglomération grenobloise, on a 3 lignes express et elles sont en fait diamétralisées. Donc, on dessert effectivement les polarités secondaires très proches qui sont effectivement dans les rayons de 30 km, enfin, qu'on évoquait, 10 à 30 km au niveau des terminus par rapport à la ville-centre. Et on a aussi des lignes express qui existent dans le Nord Isère, entre les portes de l'Isère, donc tout le secteur Bourgoin, Jailleux, Saint-Quentin-Fallavier, en direction de Lyon, ou Crémieux vers Lyon. Et on participe aussi aux discussions qui se passent sur les aménagements pour faciliter la circulation des cars en entrée de l'agglomération lyonnaise. Voilà, donc pour conclure, mais on en reviendra parce que c'est très intéressant. Il y a le fait que grâce à cette voie réservée, vous avez démontré les gains et l'attractivité de la ligne, des lignes express qui circulent. Mais en dehors de cette voie réservée sur l'autoroute, est-ce que les 40 en dehors de cette dizaine de kilomètres, de 8 km de voies réservées, est-ce que vous avez d'autres aménagements pour favoriser la circulation et que ce ne soit pas que ces 8 km qui soient favorisés? Donc, sur l'agglomération grenobloise, quand on reprend l'Y grenoblois, donc on a 3 autoroutes en fait qui existantes. Et donc là, on a un projet qui est porté aujourd'hui par AREA sur l'entrée grenobloise côté Savoie, côté Chambéry. Et AREA a aussi conduit une étude de faisabilité sur la section sud autoroutière de Grenoble. Des études qui sont effectivement en cours pour essayer d'aménager ce type poursuivre sur le Y Grenoble. Très bien. Bon, je vous remercie bien. C'est vrai qu'on a largement dépassé le timing. Des questions. Désolée. Non, on continuera par la suite. Je vais laisser la parole à Olivier Tessier, donc chef du département Transport, Infrastructure et Mobilité à l'Adréal PACA, qui va vous présenter donc tout le travail réalisé sur la métropole Aix-Marseille-Provence. Oui, bonjour. Merci beaucoup. Donc ma présentation aura beaucoup de points communs avec celle de Madame Fléchon, puisqu'on est sur des objets assez comparables. Je commence par un petit rappel sur l'organisation de la métropole Aix-Marseille-Provence. C'est une métropole qui compte 2 millions d'habitants et qui est très étendue, puisqu'elle s'étend sur une bonne partie du territoire du département des Bouches-du-Rhône. Donc en son centre, il y a la ville de Marseille avec 850 000 habitants. Un axe structurant Aix-Marseille, puisque Aix compte près de 150 000 habitants, et un chapelet de villes à 40-50 000 habitants aussi qui structure le territoire. Donc ce territoire polycentrique, multipolaire, est marqué par des déplacements très nombreux et structurés en volume par les axes autoroutiers qui relient ces différents pôles. Pour vous donner quelques ordres de grandeur, entre Aix et Marseille, donc il y a une trentaine de kilomètres. On estime que la part modale des transports collectifs sur cette origine-destination est de l'ordre de 10%. Et le ferroviaire assure à peu près la moitié de cette part modale. C'est les autocars interurbains qui assurent l'autre moitié. Donc il y a une forme de complémentarité entre le système de desserte ferroviaire et le système de desserte par autocar qui s'est développé depuis de nombreuses années sur ce territoire. On peut passer à la diapositive suivante. Sur cette diapositive, on voit 2 cartes. Alors, ce n'est pas la peine de rentrer dans le détail, mais ces cartes figurent les principaux corridors autoroutiers autour de la ville de Marseille. On se place sur le réseau routier national non concédé, qui est exploité par la direction interdépartementale des routes Méditerranée. Et vous voyez donc ces corridors, il y a 3 principaux corridors, je dirais, qui relient Marseille aux pôles urbains. Donc c'est Marseille-Vitrolles, Marseille-Aix-en-Provence et Marseille-Aubagne quand on part de l'ouest vers l'est. Et les 2 cartes, donc à gauche, on voit le nombre de services d'autocars sur les différents corridors autoroutiers.
Et sur la carte de droite, le niveau de congestion aux heures de pointe du matin et du soir. Et donc la mise en commun de ces deux cartes montre l'intérêt de faire des aménagements réservés pour les transports en commun sur ces corridors autoroutiers, puisqu'il y a à la fois un très grand nombre de services d'autocars, voire de bus pour les sections terminales, et une congestion qui va croissante dans le temps et qui est très marquée aux heures de pointe du matin et du soir, en particulier à certains points de congestion, par exemple au convergent autoroutier. On peut passer à la diapo suivante. Le principe d'aménagement majoritaire qui a été retenu au sein de ces autoroutes de la métropole Aix-Marseille, c'est un aménagement sur la BAU, comme évoquait Madame Fléchon, donc la bande d'arrêt d'urgence. L'idée, finalement, c'est de permettre aux autocars d'utiliser la BAU pour sauter les points de congestion, sans trop perturber pour autant la circulation sur la section courante pour les autres usagers, voitures particulières et poids lourds. Et l'usage de cette BAU se fait par les autocars assez naturellement lorsque la vitesse de circulation sur l'axe descend en dessous de 70 km/h. L'autocar utilise la BAU et lorsque la vitesse de circulation remonte au-dessus de 70, les autocars ont plutôt tendance à utiliser les voies de circulation normales. On peut passer à la diapositive d'après. Donc, je structure, disons, la présentation en deux temps. On a parlé d'un premier temps d'expérimentation et un deuxième temps de développement de ce réseau d'aménagement réservé de transport en commun. Le premier temps a démarré en 2013 avec la mise en service d'une première voie réservée en entrée de Marseille. C'est tout en bas de la carte, tout près de la gare Saint-Charles, de la gare routière Saint-Charles. 2 km d'une autoroute à 3 voies. Une voie des 3 voies a été dédiée aux autocars, au transport en commun, prélevant ainsi une voie sur la circulation normale. Et une deuxième expérimentation a été conduite au niveau du convergent entre les deux autoroutes qui relient Marseille, d'un côté à Aix et de l'autre à Vitrolles, dans le secteur qu'on appelle plan de campagne. Et dans ce secteur-là, c'est bien un aménagement sur bande d'arrêt d'urgence, tel que je vous l'ai présenté tout à l'heure, qui a été retenu. Et l'aménagement a été fait en 3 phases, de 1,5 km à 2 km chacun. Et aujourd'hui, on a environ 6 km en continu dans ce secteur et qui fonctionne très bien. Donc le retour d'expérience qu'on a, c'est un peu ce que disait Madame Fléchon. On va poser aussi un drain là, dans une tranchée en termes de gain de temps de parcours, évidemment, l'aménagement apporte des bénéfices très intéressants. En moyenne, c'est 2 à 3 minutes pour chaque autocar à l'heure de pointe. Mais la perception des usagers, en effet, est bien meilleure. Les usagers estiment gagner presque plusieurs dizaines de minutes, ce qui est assez surprenant. Et le gain de temps en situation exceptionnelle lors d'accidents peut en effet s'élever à 10 minutes, voire 20, suivant la situation à laquelle on peut être confronté. En termes de sécurité routière, on n'a pas eu d'événement majeur et donc on considère que la bande d'arrêt d'urgence continue à jouer son rôle. Et donc, on n'a pas d'alerte sur cette question de sécurité routière. Et du fait que la circulation des autres usagers n'est pas trop perturbée, n'est pas du tout perturbée, l'acceptabilité de ces aménagements est très très forte, puisque 95% des personnes interrogées sont favorables à la multiplication de ce type d'aménagement. On relève quelques fraudeurs, essentiellement des 2 roues motorisées, mais sinon, l'aménagement est très bien respecté. J'ai oublié de préciser, mais c'est un aménagement permanent, sans signalisation dynamique, avec une signalisation statique qui fonctionne très bien. Donc, fort de cette expérience, l'État et les collectivités ont décidé d'inscrire un programme d'aménagement dans le contrat de plan État-Région 2015-2020 de 30 millions d'euros pour réaliser une trentaine de kilomètres. Donc l'écofinanceur de ce programme, à part égale, c'est l'État,
la région, le département et la métropole. On est aujourd'hui dans une phase d'extension, puisqu'on a une grosse dizaine de kilomètres d'aménagement qui sont faits et on veut en faire une grosse vingtaine dans les 2 années qui viennent, 21-22, pour aller au bout de notre programme. On peut souligner comme un facteur de réussite la bonne coordination et la bonne coopération entre les services de l'État, puisqu'on a eu une coopération exemplaire, je trouve, entre l'Adréal, pilote du programme sur le point de vue financier, la coordination avec les cofinanceurs. Et puis, si vous voulez bien revenir en arrière, j'ai encore pour 30 secondes de commentaires. Donc, l'Adréal pour ce pilotage un peu d'ensemble et le pilotage des études d'opportunité. Le CEREMA qui a réalisé les études d'opportunité et qui continue à nous accompagner sur toutes les phases d'études. Et la DIRMED, la Direction interdépartementale des routes, qui assure le pilotage des études de niveau projet et le suivi et la réalisation des travaux. On a également une très bonne coopération avec les collectivités, que ce soit les gestionnaires de voirie qui réalisent eux-mêmes des aménagements sur les parties connexes et connectées aux autoroutes, par exemple en entrée-sortie d'Aix-en-Provence, ou sur le réseau départemental interconnecté au réseau autoroutier. Et puis évidemment avec l'autorité organisatrice des transports qui profite de ces aménagements autoroutiers pour développer son offre de services sur ces itinéraires. On peut passer à la diapo d'après. Voilà, pour finir, je voulais indiquer quelques pistes de travail pour aller au-delà de ce programme de 30 millions, 30 kilomètres d'aménagement. Voici les 3 axes sur lesquels on travaille un peu dans la perspective du prochain contrat de plan État-région. Le premier axe, c'est la continuité des voies réservées, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a pris le parti pour aller vite d'interrompre les aménagements lorsqu'on rencontrait des points durs de type ouvrage d'art ou échangeur complexe. Donc on souhaite mener des études pour trouver des solutions de franchissement de ces points durs. Ensuite, évidemment, on réfléchit au développement à l'ouverture à d'autres usagers de ces voies réservées. On pense en particulier aux covoitureurs et aux véhicules à faible émission. On espère pouvoir expérimenter ce qu'on appelle des voies réservées de plus pour deux usagers ou plus dans les véhicules, en référence au covoiturage en 2021 ou 2022. Disons que ça dépendra de la disponibilité d'un dispositif de contrôle-sanction plus ou moins automatisé. On pense que c'est une condition nécessaire pour la mise en place d'une VR2+, de manière à éviter que les fraudeurs ne mettent à bas l'intérêt du système dès son ouverture. Et le troisième axe de travail, c'est la réflexion que l'on a avec la métropole sur la mise en place de haltes autoroutières ou de pôles d'échange multimodaux sur les principaux axes de circulation. Donc aujourd'hui, entre Aix et Marseille, typiquement, il n'y a pas d'arrêt sur autoroute. Demain, on pourrait imaginer avoir 1 ou 2 arrêts de manière à favoriser encore plus le rabattement vers ces transports collectifs. C'est une réflexion qui est en cours avec nos collègues de la métropole et sur le plan technique avec les collègues du CEREMA. Voilà pour moi. Merci de votre attention. Merci beaucoup Olivier Tessier pour cette présentation également très intéressante qui rejoint celle de la VSP sur Grenoble, mais qui en fait finalement montre que tous les axes autoroutiers de la métropole Aix-Marseille-Provence sont utilisés pour la circulation de ces autocars express. Alors, vous avez toujours le chat, vous pouvez poser vos questions sur le chat. Alors, j'ai quelques questions. Au regard du timing, on en posera peut-être que quelques-unes. Encore des questions sur l'aménagement finalement des voies réservées.
est-ce que concrètement, les voies réservées qui ont été réalisées donc, depuis 2015, je crois, donc sur plusieurs kilomètres, hein, combien de kilomètres avez-vous de voies réservées sur les autoroutes de la métropole, Aix-Marseille-Provence, et également, est-ce qu'on a vu des effets de report modal suite à l'amélioration de la circulation des cars express? Alors, on a commencé en 2013 et l'éducation des usagers s'est faite progressivement et assez naturellement. Et sur la partie terminale, sur le premier aménagement qu'on avait fait, en fait, il y a un système de contrôle-sanction pas automatique, mais qui a sans doute joué un rôle pour dissuader les fraudeurs. Et aujourd'hui, le constat qu'on fait, c'est que le respect est très bon, hein, notamment par les automobilistes. Les deux roues enfreignent un petit peu plus les règles, mais les automobilistes respectent très bien ces aménagements. Aujourd'hui, on a 11 km à peu près qui sont aménagés. 11 km, d'accord, très bien. Et je le disais, on va passer très vite, très vite à 30 km parce qu'on s'est doté aussi d'outils contractuels qui permettent de faire ces aménagements rapidement, c'est-à-dire qu'on a un accord cadre d'études et un accord cadre de travaux qui vont nous permettre de passer la vitesse supérieure dans la réalisation de ces aménagements. En termes de report modal, la question qui est posée, c'est une bonne question. On a fait quelques évaluations, quelques retours d'expérience, mais à vrai dire, c'est assez difficile d'avoir un chiffre sur le report modal. C'est quelque chose qu'on aimerait bien effectivement valoriser, mais pour l'instant, on n'est pas trop capable de le dire. D'autant que en même temps qu'on fait les travaux sur l'autoroute, il y a un grand projet de rénovation de la ligne ferroviaire entre Aix et Marseille. Et du coup, on ne peut pas trop dire si l'augmentation de fréquentation des cars est liée à l'aménagement des voies réservées ou plutôt à l'interruption du service ferroviaire. Donc, c'est quelque chose sur lequel on souhaiterait communiquer et il nous faudra travailler un petit peu plus pour avoir des résultats probants. Très bien, merci beaucoup. Je regarde encore les dernières questions. Est-ce que vous avez le coût d'aménagement au kilomètre d'une voie réservée TC, donc sur bande d'arrêt d'urgence? Et la deuxième question pour finir, donc c'est une remarque donc de Martin de Vissoc, de la DIT qui réinsiste sur le fait qu'on ne transforme pas une voie réservée sur bande d'arrêt d'urgence en voie de covoiturage, qu'au contraire, la voie sur bande d'arrêt d'urgence a des fonctions précises, des spécificités précises, et que les voies de covoiturage, c'est un autre objet, et c'est quelque chose qui demande donc des règles de l'art complètement différentes, et pas sur la bande d'arrêt d'urgence, en effet. Je commence par répondre peut-être à cette question. En fait, on a bien ça en tête, évidemment, puisqu'on suit les guides techniques du CEREMA. C'est simplement qu'on envisage quelques aménagements qui seraient dans un premier temps dédiés au TC sur voie de gauche et qui pourraient être ultérieurement ouverts au covoiturage. Et donc, c'est des aménagements qui sont conçus dès le début pour être compatibles covoiturage, mais qu'on ouvrira dans un premier temps qu'au TC, compte tenu de ce que je disais sur les dispositifs de contrôle et de sanctions qui sont pas encore disponibles. Donc voilà, évidemment, on a bien en tête ces questions de technique. Si je réponds aussi aux questions que je vois dans le fil, là, il n'y a pas tellement de difficultés pour les conducteurs d'autocars à se réinsérer dans la circulation normale, en particulier si on est en situation de bouchon. En fait, les conducteurs d'autocars n'ont aucune difficulté à se réinsérer. Donc le franchissement des ouvrages se fait assez facilement. Sur le coût d'aménagement au kilomètre, on est en moyenne à 1 million d'euros au kilomètre. Mais je le disais, on a un coût, je pense que ce coût est sur certaines sections, c'est même nettement moins, mais on a pris le parti, encore une fois, de ne pas traiter les points durs. Donc on fait des aménagements
soit par renforcement de BAU, soit par élargissement en terre-plein central, lorsque les terre-pleins centraux sont larges et ne posent pas de difficulté d'élargissement. Très bien, bah, je vous remercie pour cette présentation très, très intéressante. Vous pouvez répondre directement aux questions posées dans le chat. Hein. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de répondre. Et dans tous les cas de figure, on répondra à toutes les questions via une synthèse hein, du chat et de ce séminaire. Je remercie Olivier Tessier. Je laisse la parole à Jérôme Kravetz, donc directeur de Nouvelle-Aquitaine Mobilité. Alors, je sais Oui, pas. bon. Très bien. Bonsoir tout le monde et merci de m'accueillir dans ce séminaire. La présentation qui va être faite là est un peu différente de ce que les collègues ont pu présenter. On va être moins dans l'application immédiate, mais plus dans la réflexion amont et les questions, comment on arrive finalement à faire émerger ces problématiques sur les territoires. Donc en un mot, effectivement, Nouvelle-Aquitaine Mobilité, c'est un syndicat mixte dit loi SRU. Qui a été créé en juillet 2018 sur le territoire néo-aquitain et qui regroupe, en fait, pour faire simple, l'ensemble des autorités organisatrices de la mobilité du territoire, du Pays Basque jusqu'au Bocage-Bressuire, en passant par Bordeaux et l'Aix-Limousin. Ça regroupe en gros un territoire aussi grand que l'Autriche, pour faire simple, et 40 réseaux de transport sont membres de Nouvelle-Aquitaine Mobilité. Alors, si on avance sur la présentation, ce territoire étant grand, on l'a réparti en 5 bassins de mobilité, tels que vous le voyez sur la carte avec d'ailleurs nos membres. Et donc, on a pour objectif d'avoir à la fois, on va dire, une vision globale et en même temps de pouvoir, en lien avec nos membres, avoir une vision, une déclinaison au niveau local des projets de mobilité. Sur la diapo suivante, qu'on peut passer très vite, c'est nos membres. On peut directement aller à nos missions. En fait, un syndicat mixte loi SRU a plusieurs missions légales. Et la première n'est pas celle dont je vais vous parler plus particulièrement ce soir, qui est la coordination des offres de transport, mais tout ce qu'on appelle le MAS, la mobilité intégrée, basée sur l'information voyageur et les billettiques. Et donc, il y a une marque partagée à l'échelle du territoire qui s'appelle Modalis et qui fait l'objet de développement pour que, à l'échelle régionale, il y ait un MAS régional, non pas au sens institutionnel du terme, mais bien territorial, et qui soit une marque compagnon de nos membres, mais également compagnon des usagers qui l'utiliseront demain de manière globale. Et c'est aussi une marque partagée par nos membres, puisque l'idée est de développer des biens communs et d'avoir des interfaces qui permettent de référencer l'ensemble des offres de transport. Petite parenthèse là-dessus, c'est très important pour nous, parce que c'est ce qui permettra finalement de référencer les offres de transport et l'information voyageur, y compris tout ce qui est développé, on le verra tout à l'heure, sur le périurbain. En termes d'information voyageur, qui est la première brique que nous avons développée, aujourd'hui sur nos réseaux membres, il y en a une dizaine qui font déjà de Modalis leur calculateur d'itinéraire principal. On n'a rien que sur nos réseaux, hein, pas sur la réutilisation via l'open data, puisque nos chiffres sont en open data, enfin nos données sont en open data. On ne mesure pas leur audience en open data, c'est bien notre audience à nous. On a 200 000 itinéraires qui sont calculés par mois et 120 000 utilisateurs mensuels. Et cela en 1 an et demi, c'est-à-dire que quand le projet a été lancé, il y en avait 18 000. Il y en avait 40 000 l'année dernière au moment où le syndicat est passé en mode opérationnel. On est aujourd'hui à 120 000 avec une croissance extrêmement forte, évidemment, hors Covid. Il y a un intérêt financier à mutualiser ces briques, évidemment. Il y a un intérêt aussi en termes d'audience. Là aussi, toujours pareil, l'objectif, c'est pas seulement de mutualiser les coûts, c'est de faire émerger les offres qui existent. Et ce qui est important dans cette slide, c'est de comprendre qu'il y a un tiers de nos calculs d'itinéraires faits sur nos réseaux qui sont faits en fait à l'extérieur de la Nouvelle-Aquitaine, et notamment en partie de l'Île-de-France ou de l'Occitanie, mais d'autres territoires également. Donc ça veut dire que c'est de l'induction de trafic sur nos réseaux.
Et en particulier, quand on est même à l'intérieur de la Nouvelle-Aquitaine, la première ville qui crée des calculs d'itinéraire, c'est Bordeaux, alors même qu'aujourd'hui, la métropole de Bordeaux n'utilise pas en direct Modalis. Si on continue dans la présentation, les prochaines briques qui ont déjà été lancées mais qui sont en cours de déploiement sur d'autres réseaux, c'est tout ce qui est carte billettique, de manière à pouvoir switcher d'un réseau à un autre. On était dans une logique au départ d'interopérabilité, comme la slide le montre. Aujourd'hui, nous sommes en train de lancer, on lancera au premier semestre 2021 un marché pour un cœur billettique mutualisé à l'échelle de nos réseaux. Et donc, il y aura une interopérabilité de fait, et même plus, on sera capable de vendre différents réseaux directement via des DAT ou des agences de mobilité mutualisées. La deuxième chose, c'est qu'au-delà du support historique et la carte billettique, on a lancé une application sur smartphone en juin et aujourd'hui 15 réseaux nous ont rejoints pour être vendus directement sur smartphone. Et dans les jours qui viennent, une partie de l'offre TER sera commercialisée via le ticket Modalis. Tout ça, si on continue encore sur nos spécificités, on voit bien qu'on part au départ du MaaS et que le MaaS, aujourd'hui dans les débats qu'on a, est très orienté autour de la valorisation de l'offre et notamment de l'offre pas seulement hyper urbaine ou hyper connectée, mais aussi finalement rurale et périurbaine. Et donc dans nos compétences, il a été demandé à ce qu'on pilote une étude multimodale pour élaborer un réseau de transport, on va dire à horizon 2025, au-delà des vocables simples, lisibles et attractifs. Ce qui était très intéressant pour nous, c'était de lisser les effets frontières entre les institutions. On sait tous que notre beau pays est réparti par compétences transport entre des ressorts territoriaux, urbains et la région sur l'interurbain. Et ça crée, qu'on le veuille ou non, un certain nombre d'effets frontières. Ce qu'a montré notre étude, dont les conclusions ont été votées à l'unanimité lors du dernier comité syndical de décembre, c'est finalement la mise en avant de ce que disait André Breteau tout à l'heure, ce phénomène périurbain, sur lequel, en gros, pour des raisons historiques, eh bien, on a un manque d'offres sur un certain nombre de corridors. Donc, à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, et c'est ça qui est intéressant, il y a eu plus de 55 corridors qui ont été mis en avant comme pouvant faire l'objet d'un report modal important, dès lors qu'une offre significative serait mise en place. Sur ces 55 corridors, il y en a la moitié qu'on estime déjà couverts par l'offre interurbaine ou urbaine de nos membres, et donc il y en a l'autre moitié qui mérite d'avoir des développements d'offres. Sur ces 25, il y en a la moitié qui font l'objet d'un travail tout à fait en lien avec ce qui a été présenté préalablement, soit des offres de car express, soit des offres de covoiturage, notamment adossées à des axes autoroutiers. Donc, aujourd'hui, ces conclusions ont fait l'objet, ce que je disais tout à l'heure, on va dire d'un vote à l'unanimité. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans nos instances, et c'est pour ça que j'ai commencé par là, nous avons ce qu'on appelle les comités de bassin. Ces comités de bassin réunissent les élus non seulement des autorités organisatrices de transport du territoire, mais également le département qui est invité, même si à date d'aujourd'hui, il ne participe pas au vote, ainsi que les communautés de communes qui ne participent pas au vote, mais participent à nos travaux et aux débats qui sont évoqués dans les comités de bassin. Et donc, les comités de bassin ont rendu également un avis positif. Et donc, ça veut dire que cette démonstration, en fait, d'un besoin sur le fait périurbain a été partagée par les acteurs. Et donc, dans le cadre de nos travaux, en fait, on associe, et c'est pour ça que c'était intéressant de voir notamment ce que disaient les collègues, c'est qu'on associe dès aujourd'hui, même si c'est du travail technique et parfois même un peu informel, les collègues de l'État, et je crois que d'ailleurs qu'il y en a certains qui sont connectés en visio aujourd'hui là sur le webinaire, et je les remercie, parce que l'objectif, c'est de faire émerger collectivement des besoins partagés à partir d'une offre de transport, en fait une offre servicielle de car express partagée entre les territoires et les autorités organisatrices de la mobilité, et d'y adosser dès la réflexion amont
les aménagements sur les voiries, qu'elles soient départementales ou nationales, ou en tout cas concédées. Donc, c'est bien l'objectif de cette étude. Et donc, dans nos grands enjeux à suivre sur la dernière diapo, puisque nous, on n'a pas encore mis en place d'aménagement, si on peut avancer la diapo, pardon. Hop. On a vraiment ces grands enjeux qui est de dépasser les effets frontières institutionnels pour aller consacrer ce fait périurbain, en gros, avec des offres de niveau Car Express, BHNS, CHNS, peu importe le terme qu'on leur donne. L'objectif, in fine, c'est effectivement de lutter contre l'autosolisme en proposant des solutions de report modal, puisque le constat fait par un certain nombre d'études est de montrer que finalement, aujourd'hui, on peut lutter contre l'autosolisme, mais pour ça, il faut développer des offres de transport. Sur le périurbain, aujourd'hui, elles ne sont pas assez soit riches, soit connues, soit efficaces en termes de temps de parcours pour pouvoir être des solutions réellement crédibles. Et donc, ça passe, ce que je disais, par des déploiements d'offres de Car Express adossés à des aménagements d'infrastructures pour, alors, soit gagner du temps de parcours, soit gagner de la régularité. Et c'est plutôt la régularité qu'on met en avant dans nos démonstrations aujourd'hui. Et je note les gains de temps qui ont été obtenus du côté de Grenoble. On avait, et d'ailleurs c'est l'occasion pour moi de remercier encore les collègues de Grenoble et du département qui nous avait reçus il y a quasiment un an, jour pour jour, avant le premier confinement, pour nous donner un certain nombre de matières sur ces éléments-là. Et donc, on est vraiment sur ces questions de régularité. Et la dernière chose, c'est évidemment de les intégrer à l'offre masse Modalis, puisque finalement, on se rend compte que ces offres-là, elles sont portées très fréquemment par différentes autorités organisatrices de la mobilité, et qu'un syndicat de type loi SRU permet, on va dire, de sortir des débats très conventionnels ou contractuels qu'on peut avoir quand on est en AOM avec ses exploitants habituels. Donc on est en amont, on n'est pas dans les mêmes temporalités que ce que les collègues ont déjà pu sortir. Par contre, on est vraiment dans la phase de construction de manière à pouvoir faire sortir ces projets courant de l'année 2021, en lien avec le plan de relance, d'une part, et en lien avec les prochains CPER en fonction des positions notamment de la région sur ces sujets-là. Voilà, et à votre disposition s'il faut compléter, mais j'aurai moins de réponses techniques à ce stade que les collègues. Merci beaucoup, Jérôme Kravetz, pour cette présentation très intéressante qui montre qu'en effet, vous êtes dans ces études amont de réflexion et cette volonté de coordination entre les différentes entités. Donc, il y a en effet la dernière question, on va commencer par celle-ci qui vous dit, vous n'avez pas la compétence voirie. Comment comptez-vous mettre en place ces aménagements, j'imagine, pour favoriser la circulation de cette future offre TC très attractive en périurbain. Donc, vous parliez du jeu en tracteur, c'est ça? Oui, je pense que, en fait, nous, sans les autres, on n'est pas grand-chose. Notre plus-value, c'est vraiment de pouvoir se parler librement dans des instances, encore une fois, dépassionnées de contingences contractuelles immédiates avec des exploitants. Et donc, aujourd'hui, moi, je suis très heureux que les collègues de l'État et du département s'associent positivement à nos travaux, même nous poussent, nous questionnent et nous sollicitent. Et je crois vraiment qu'aujourd'hui, il y a un alignement des planètes sur notre territoire, et en tout cas autour de la métropole bordelaise, poussé au départ d'ailleurs fortement par la métropole de Bordeaux, qui a milité pour la création du syndicat et pour que Nouvelle-Aquitaine Mobilité se saisisse de ces questions. Et donc aujourd'hui, on est vraiment dans la réflexion collective de se dire, s'il y a des aménagements sur les voiries, autant qu'elles se fassent là où il y aura des offres de Car Express qui circuleront, et inversement, quand on va étudier plus finement les lignes, autant qu'elles s'adossent sur des corridors ou des voiries que nos collègues valorisent ou connaissent comme étant plus favorables à faire des aménagements efficaces pour la fluidité de nos lignes. Donc c'est vraiment cette coopération et cette concertation collective qui est mise en avant dans nos instances. Très bien.
En termes d'horizon, donc là, vous êtes en train de travailler sur cette amélioration. Vous travaillez sur l'amélioration de l'offre, c'est ça? Vous parliez de 55 corridors, dont une moitié où l'offre n'est pas correcte, hein, n'est pas acceptable, et n'est pas efficace, donc la volonté de la développer. Quels sont les horizons comment vous voyez les choses et quels sont les horizons? Vous avez des horizons à nous proposer? Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, et pour répondre à une autre question, on s'est basé dans notre étude sur ce qui dimensionne une offre de transport et en général donc les flux domicile-travail. Donc on est parti sur une analyse des flux domicile-travail répartis par corridor en effet de territoire déjà. Donc il y a un mélange de données brutes et de connaissances par les collectivités membres du territoire et des flux de mobilité internes à eux. Et donc, aujourd'hui, dans le rétroplanning, on a validé, là, en décembre, ces corridors. On est au premier trimestre, premier quadrimestre, sur un travail partenarial avec nos membres et les communautés de communes pour établir une hiérarchisation des études, on va dire, qu'on appelle, nous, de déclinaison opérationnelle. Donc, en gros, les études qui vont permettre de faire passer un projet d'un corridor à une ligne précise avec des points d'arrêt, des besoins d'aménagement de type aire de covoiturage ou parking ou intermodalité, multimodalité, vélo, etc. sur un territoire, plus les aménagements nécessaires pour garantir la bonne fluidité de la ligne. Donc, à la fois sur l'interurbain, des insertions, des VRTC, ce type de choses, mais aussi en milieu urbain, pour bénéficier de certains aménagements de voirie qui sont déjà réalisés pour les lignes urbaines. Notamment, si on prend l'exemple de Bordeaux, certaines lianes bénéficient, enfin, il y a pas mal de couloirs bus dans Bordeaux. L'idée, c'est de pouvoir les utiliser aussi sur ce type d'offre. Donc, l'idée, c'est d'avoir, premier quadrimestre, une concertation sur la hiérarchisation de ces corridors, les fameux 25, pour les prioriser et les inscrire dans un programme d'études vraiment opérationnel. Cette fois-ci, c'est quelle ligne, quel point d'arrêt, quels besoins et quels aménagements. L'idée, c'est d'avoir une délibération collective avant les régionales, puisque nous avons un membre important qui est la région et qui sera soumis on va dire, à l'aléa démocratique. Et donc, il faut absolument qu'on puisse délibérer ça avant les élections régionales pour, au second semestre, décliner les études opérationnelles. Fin d'année, on a finalisé nos études opérationnelles et du coup, on va passer sur, pour le coup, la déclinaison des aménagements réalisés. Donc, avec un certain nombre de collectivités et d'interlocuteurs, dont Vinci, on essaye d'anticiper au maximum les premiers niveaux d'études, études préliminaires, études d'opportunité. Il y a certains membres, alors qui ne sont pas encore membres, mais comme le département qui a déjà plein d'études avec plein de projets et donc qui nous permettront, je pense, d'accélérer le moment venu. Donc voilà un petit peu où on en est dans le calendrier. Très bien. Donc, en effet, on parle beaucoup de voies réservées. Concernant bon, vous n'avez pas encore peut-être finalisé cela, mais ça correspond à combien de lignes express sur votre territoire? Est-ce que vous avez une idée du nombre de lignes? Et est-ce que c'est, comme le suggérait André Breteau, des lignes qui font 30-40 km? C'est des lignes assez conséquentes qui vont jusque dans la race campagne, ce genre. C'est ce type d'objet, quoi. Oui, complètement. C'est vraiment ce qu'a décrit André Breteau. C'est-à-dire, on est vraiment sur ce fait périurbain autour, en effet, de 30-45 km dans ce qui a été présenté. On est typiquement là-dessus. À l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, on a 13 corridors qui sont éligibles. Est-ce qu'ils donneront tous une ligne de car express? Avec cette dénomination-là, j'ai envie de dire, ça dépend aussi de l'appropriation du territoire, bien sûr. Mais rien qu'à l'échelle du bassin girondin, on est sur 5 corridors. Il y en a d'autres autour de Limoges Métropole, de La Rochelle, de Niort. Donc, c'est vraiment quelque chose de Pau, du Pays Basque aussi. Il y a vraiment plusieurs territoires qui sont potentiellement éligibles à ce type d'offre.
Mais oui, on est vraiment sur ce critère-là du périurbain, vraiment ce phénomène qui fait qu'aujourd'hui, avec la métropolisation, de plus en plus de personnes habitent de plus en plus éloignées des cœurs d'emploi, et donc aujourd'hui n'ont pas d'autre alternative malheureusement que la voiture individuelle. Et donc, il faut pouvoir leur proposer sur les principaux corridors quelque chose d'efficace et ouais, d'efficace. Alors, il y a une première ligne qui a été mise en place entre Bordeaux et Créon, qui est un très bon premier exemple et qui, bon, a très bien démarré, qui avait une courbe de fréquentation très intéressante pour une offre lancée comme ça, sans rien en préalable. Et bon, après, il y a eu les effets Covid, etc., qui fait que c'est difficile de vous donner des chiffres pertinents aujourd'hui. Mais ça montre que quand on met une offre bien compartimentée, bien segmentée, bien dynamique dès le départ, bah, les territoires, en fait, suivent. Voilà. Voilà, c'est très bien de passer la parole à Nicolas qui était au démarrage de tout ça et on n'a fait que reprendre la suite. Merci beaucoup, je vous remercie bien. En effet, il y a encore beaucoup de questions. Donc, comme je disais, on y répondra prochainement dans la synthèse. Hein. Si vous voulez avoir des éléments, on mettra également les références et les liens qui vont bien. Donc, nous accueillons Nicolas Fontaine. Oui, bonjour à tous. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, bonjour. Ok, bon, bah écoutez, je suis ravi d'être là avec vous ce soir. Je suis d'autant plus ravi que quand je regarde la liste des participants, je me dis que je suis devenu vieux parce qu'il y a énormément de personnes que je connais et certaines que je n'avais pas vues depuis très longtemps. Donc je suis ravi, je dis pas un bonjour particulier à tout le monde, mais je suis ravi de voir qu'on est là ensemble réunis autour de cette webconférence. Du coup, il y a quand même des gens que je ne connais pas, donc la réciproque doit être vraie. Je vais me présenter en quelques mots. Donc, je suis DGA depuis début janvier 2020, la région Grand Est. Et je crois que c'est pas pour ça que André m'a demandé d'intervenir, mais parce que je fais un peu le lien entre les trois projets dont on a parlé. J'ai été, il y a bien longtemps maintenant, le collègue de Marie-Pierre et je m'occupais des lignes express au département de l'Isère. C'était entre 2008 et 2012. J'ai été le prédécesseur de Monsieur Tessier très brièvement, je pense qu'il ne doit même pas être au courant, en 2013, au moment où la voie sur l'autoroute A7 a été ouverte. On travaillait, j'étais à l'Adréal à l'époque. Et puis, comme l'a dit Jérôme, j'ai travaillé pendant 6 ans comme DGA Mobilité à Bordeaux Métropole. Et tu l'as rappelé, Jérôme, au départ, après le projet a été beaucoup élargi, c'est beaucoup étoffé, mais au départ, la volonté du syndicat mixte, c'était dans le programme d'Alain Juppé pour les municipales de 2014. Et c'est lui qui en avait fait d'abord la demande à Alain Rousset. Et je dois dire que je suis un peu déçu, Jérôme, parce que j'aurais aimé que tu nous parles un petit peu plus de la ligne Créon-Bordeaux, et tu l'as fait très rapidement à la fin. Moi, je vais peut-être y revenir aussi tout à l'heure, parce que je pense que c'est un très bon exemple de projet et que c'est un exemple à suivre pour toutes les métropoles et toutes les régions. Et d'ailleurs, je pourrais dire que dans le projet d'Alain Juppé, dès 2014, sur ce syndicat mixte, il y avait bien cette volonté de créer des lignes de car express et que c'était une des grosses motivations pour lancer ce partenariat avec la région Aquitaine à l'époque et devenue Nouvelle-Aquitaine depuis. Moi, je vais pas parler très longtemps. Je voudrais juste revenir sur un certain nombre d'éléments qui ont été vus et puis essayer de contextualiser tout ça dans mon rôle, dans mes 2 rôles successifs de ces dernières années, DGA mobilité dans une métropole et maintenant DGA mobilité dans une région. Maintenant, ça fait, donc je disais tout à l'heure, je commence à vieillir, j'ai dépassé les 40 ans, ça fait 15 ans que je travaille dans les mobilités et plus le temps passe, plus je me dis que finalement, le problème des mobilités qui est considéré par beaucoup de monde comme insoluble, hein, vous le savez tous, et que c'est un sujet qui revient, on appelle ça un marronnier, c'est-à-dire ça revient tout le temps dans les journaux, à la télé, on nous parle des embouteillages, on nous montre les gens qui sont mécontents dans les transports parce qu'ils sont serrés comme des sardines et que ça avance pas, et on se dit, et ça donne le sentiment qu'il n'y a pas de solution. Or, moi, je vous dis, j'en suis persuadé,
et on pourrait en parler pendant des heures, que finalement les solutions, elles sont très simples, elles existent, et que le problème, c'est plutôt de bien les sélectionner et de les mettre en œuvre avec détermination. Et les cars express, les aménagements pour les cars sur autoroute, pour moi, ça fait vraiment partie de ces solutions tout à fait pertinentes, qui coûtent très peu cher et qui peuvent apporter des solutions très rapides et très efficaces. Et je crois que Marie-Pierre a encore démontré toute la pertinence qu'il y avait au début des années 2000 quand le département de l'Isère s'est lancé dans ce projet. Et je suis vraiment ravi d'avoir pu travailler pendant ces 4 années sur ces choses-là parce que ça a beaucoup structuré ma vision des mobilités. Oui, je pense qu'aujourd'hui, finalement, quand là je me replace comme du point de vue métropolitain, finalement, quand on regarde comment l'organisation des mobilités est faite en France, d'un point de vue des métropoles, bah, finalement, on a un paradoxe. Les métropoles ont beaucoup de chance par rapport aux autres collectivités. Elles ont beaucoup de chance parce qu'elles sont les seules à avoir une taxe dédiée, une ressource qui est consacrée uniquement aux mobilités. Cette ressource, vous la connaissez tous, c'est le versement mobilité et elle représente des sommes qui sont considérables. Vous avez vu un peu les problèmes que le Covid pouvait causer en la matière pour l'Île-de-France. Si on prend l'exemple de Bordeaux, en 2018-2019, c'était quand même 160 à 70 millions d'euros de recettes pour la métropole. Et ça, je pense que les collègues qui sont en Dréal ou en DIR, ça doit les faire rêver des chiffres comme ça. Ces sommes, elles sont donc considérables au bénéfice des métropoles et elles ont permis à la France de bâtir un réseau de tramways et de BHNS qui est tout à fait extraordinaire. Aujourd'hui, quelle ville en France de plus de 50 000 habitants n'a pas son tramway? Et je pense qu'on peut très largement considérer qu'aujourd'hui, cet équipement de la France dans ce type d'infrastructure au tramway, il est quasiment terminé et qu'on aura de moins en moins de projets, tout simplement parce que quand les cœurs de réseau ont été construits, maintenant on est sur des extensions et que c'est beaucoup plus difficile à bâtir, ne serait-ce que pour des questions de performance socio-économique. Et donc, maintenant, dans les 10 ans qui vont venir, maintenant que ces réseaux de transport urbain de cœur d'agglomération ont été faits, il va falloir s'attaquer à un autre problème. Et ce problème, il est majeur. Et André l'a bien montré dans sa présentation, c'est celui du déplacement dans les couronnes des agglomérations, entre le centre de ces agglomérations et les zones qui sont situées à 20 ou à 30 km. Et quand on regarde, je crois pas que tu aies donné de chiffres, André, quand on regarde aujourd'hui la part modale des transports en commun sur ces distances, eh ben, elle est extrêmement faible. Voilà. Et pourtant, ce sont des personnes qui, si on les faisait passer sur les transports en commun, permettraient des gains d'émissions qui seraient considérables, qui permettraient d'améliorer la cohésion des métropoles de manière aussi tout à fait considérable. Or, bien souvent, ils n'ont pas d'offre de transport. Et moi, donc, à la fois en tant que ancien DGA d'une métropole et DGA d'une région, j'ai la conviction que c'est vraiment la priorité pour les 10 ans à venir pour les grandes métropoles françaises et que c'est un sujet sur lequel les régions et les métropoles doivent oublier leurs différences, qu'elles soient politiques ou qu'elles soient autres, et collaborer totalement. Et c'est bien ça, d'ailleurs, le principe qui avait prévalu à l'organisation du syndicat mixte Nouvelle-Aquitaine Mobilité dont Jérôme vient de vous parler. Alors, pour répondre à ces besoins de déplacement, il n'y a que 2 outils, finalement. Le premier, c'est le train, c'est le TER. Il y aurait énormément de choses à dire et moi, je serais ravi d'inviter tout le monde quand le Covid sera terminé en Grand Est pour une conférence et on pourra en parler. Et il y a vraiment des choses très, très intéressantes à faire et des enjeux qui sont énormes. Mais le train n'est pas la seule solution. Et les solutions routières sont une autre solution. Moi, ce qui me frappe aujourd'hui, quand je vous écoute, quand je réécoute Marie-Pierre, quand j'écoute aussi Monsieur Tessier, c'est de voir à quel point il peut y avoir une différence entre le scepticisme des régions qui n'ont pas adopté ces solutions ou qui y réfléchissent et le succès qu'elles rencontrent à Marseille, à Grenoble, depuis très peu à Bordeaux, et le fait que, comme
Marie-Pierre, tu l'as dit, comme M. Tessier l'a dit, quand on les a adoptés une fois, et ben après, ça devient exponentiel, la création de ces lignes et l'utilisation la construction de ces voies réservées. Voilà. Moi, je me rappellerai toujours, donc fort de cette expérience que j'avais eue à Grenoble, je me suis beaucoup battu à Bordeaux pour qu'on travaille sur ces sujets, et effectivement, il y avait beaucoup de scepticisme. Et je me rappellerai toujours avec André, quand il a bien voulu nous inviter dans l'Essonne et qu'on avait emmené ensemble Alain Juppé, et qu'Alain Juppé a vu ce que c'était que cette ligne. Je crois que s'il n'avait pas vu de visu, il n'aurait jamais pu imaginer ce que c'était. Il était vraiment extrêmement frappé et il en parlait beaucoup après cette visite. Voilà. Donc, je pense que ce qui est important pour nous tous, c'est de trouver les bons arguments et de continuer à se battre sur ces solutions parce qu'elles sont fondamentales. Et malheureusement, face à nous, on a effectivement beaucoup de doutes, beaucoup de scepticisme, alors que les chiffres sont là, tout est là sur la table, les expériences sont là. On n'a qu'à regarder, on n'a qu'à aller à Grenoble, on n'a qu'à aller à Marseille, on n'a qu'à aller à Madrid, on n'a qu'à aller en Hollande. J'ai vu qu'il y avait un participant qui citait la Hollande et on voit que ça marche. Voilà, c'était le message que j'avais à passer. Moi, justement, du coup, pour rebondir là-dessus et sur les arguments, je voudrais poser deux questions aux intervenants, notamment à Marie-Pierre. Marie-Pierre, il y a deux questions que je voulais te poser. La première, c'est sur le bilan socio-économique de ces aménagements. Alors, je pense que la plupart d'entre vous connaissent, mais pour ceux qui ne le connaîtraient pas, je rappelle juste ce que c'est. Quand aujourd'hui, on fait un dossier d'enquête publique pour une infrastructure de transport, notamment un tramway, on doit faire un bilan socio-économique, calculer une valeur actualisée nette en additionnant tous les gains sur 70 ans de l'infrastructure et tous les coûts. Et il faut bien le dire, quand on porte un projet de tramway ou même de BHNS, en particulier de tramway, on a beaucoup de mal souvent à trouver des vannes qui soient intéressantes et qui démontrent sans équivoque la pertinence du projet. Quand je vois les chiffres que tu as donnés, le coût de 14 millions au total depuis les années 2000 sur les aménagements qui ont été faits à Grenoble, et quand je vois le nombre de passagers et les gains de temps, je me dis que la vanne de la VSP, des VSP sur Grenoble, elle doit être extraordinaire. On doit être à plusieurs centaines de millions d'euros depuis le temps. Et je pense que ça serait extrêmement intéressant de les calculer. Je voulais savoir si ça avait été fait depuis, je pense qu'en 2012, quand je suis parti, ce n'était pas fait. D'ailleurs, moi, à cette époque-là, je ne savais pas trop ce que c'était, d'ailleurs, ce concept. Est-ce que depuis, vous l'avez calculé et si vous ne l'avez pas fait, je pense que ça serait intéressant de le faire. Et puis, la deuxième question aussi, Marie-Pierre, en lien avec Jérôme. Tu nous as dit que sur la ligne Express 1, il y avait 5000 personnes par jour et 5000 voyages par jour et que ça avait été atteint en 10 ans. Si ma mémoire est bonne, ça laisserait, enfin, c'est pas tout à fait conforme à ce que je pensais. On pourrait, en t'écoutant, penser que ça s'est fait très progressivement, mais j'aimerais bien que tu nous reconfirmes et me reconfirmes qu'en fait, cette évolution, elle a été faite extrêmement rapidement et que dès 2007-2008, à partir du moment où la VSP a été ouverte, on a eu une croissance très, très rapide et qu'en fait, cette ligne, elle est à saturation depuis très longtemps. Et du coup, je pense que ça pourrait aussi permettre à Jérôme d'en dire un petit peu plus sur la ligne Créon-Bordeaux, où c'est une ligne express qui n'est pas aussi ambitieuse, évidemment, que les lignes de Grenoble, mais sur lesquelles on a, au bout de quelques semaines, dépassé très largement les estimations qui avaient été faites, où on s'attendait à quelques 300 ou 400 voyageurs par jour à terme sur cette ligne, et au bout de 3 semaines, on était déjà à 700 ou 800 voyageurs par jour. Voilà, je vous relaisse la parole. Donc Marie-Pierre, peut-être pour répondre aux deux questions, il serait effectivement intéressant qu'on fasse le calcul de la vanne pour alimenter la démonstration de l'intérêt, d'autant que les 14,5 millions que j'annonçais étaient les 14,5 millions dans un régime VSP avec un poids des équipements dynamiques sur les investissements qui pesait presque 50%. Donc la vanne va être encore largement améliorée. Donc ça, c'est la première réponse et donc on pourra se prêter à cet exercice-là et le partager, il n'y a pas de souci.
Quant à la deuxième question sur l'évolution de la fréquentation, je te rassure, hein, contrainte pour ne pas trop en discuter, je n'ai pas mis le graphique sur l'évolution par année de la fréquentation de l'Express, et donc il y avait eu une nette accélération de la fréquentation à la mise en service de la première section de la VSP en 2007. Donc ça, on pourra aussi communiquer voilà, cette évolution qui montre nettement l'impact de l'aménagement sur cette fréquentation. Et juste un petit complément, effectivement, sur la question des reports modaux, parce que c'est des questions qui avaient été posées. Il y avait un exercice qui avait été fait. Ça, on pourra aussi donner quelques chiffres sur la part de report modal du routier vers de l'autosoliste ou en tout cas véhicule particulier vers les TC. Mais on avait noté aussi un report des usagers du TER vers les lignes aussi express, parce qu'il y avait un niveau de service supérieur en termes justement de régularité par rapport à l'offre existante sur la ligne Lyon-Grenoble, qui est une des lignes les plus malades du réseau TER hors Île-de-France. Tout à fait. Et si je puis me permettre, Marie-Pierre, pour rebondir aussi sur la présentation de Jérôme, le fait que tu confirmes que la fréquentation en fait s'envole dès qu'on met en service des infrastructures comme les voies réservées, permet un petit peu de relativiser la démarche de réflexion sur les corridors. Avant que Jérôme prenne ses fonctions et ne vienne à Bordeaux prendre la tête du syndicat mixte, il y avait eu de longs débats entre la métropole bordelaise et la région Nouvelle-Aquitaine pour savoir par quelle ligne il fallait commencer pour faire une expérimentation de car express. Moi, je me souviens que dans ces réunions, je disais à mes collègues, de mon expérience de Grenoble, vous commencez par l'itinéraire que vous voulez, et de toute façon, ça va marcher. À partir du moment où vous mettez des cars toutes les 15 minutes, en commençant tôt et en finissant tard, vous allez avoir des résultats qui vont être bien supérieurs à tout ce que vous avez aujourd'hui sur le réseau du département l'ancien réseau du département de la Gironde. Voilà. Et je me rappelle qu'il y en a un certain nombre qui me regardaient en rigolant, en me disant que c'était pas sérieux. Et je lui avais dit, moi, je suis prêt à parier mon salaire que ça va marcher. Et j'aurais dû le faire, d'ailleurs, parce que maintenant, je serai 2 fois plus riche. Voilà. Je pense que ce produit de transport est tellement puissant qu'il peut marcher dans énormément d'endroits et qu'en fait, l'enjeu, c'est de le mettre en service, d'expérimenter, de montrer que ça fonctionne, et beaucoup plus que de réfléchir au corridor, parce que la puissance de cet outil de transport est tout à fait à soupçonner. Oui, Nicolas, je complète et du coup, je corrige pour ne pas te décevoir. Sur Bordeaux-Créon, je vais évidemment en parler, mais je voulais te laisser le faire. Mais aucun problème, évidemment, pour le faire. Cette ligne est en place depuis maintenant 1 an et demi. Et effectivement, Nicolas, tu as tout à fait raison. Elle a dépassé toutes les attentes qui avaient fait l'objet d'études que j'appellerais quand même pas socio-éco, mais d'études d'analyse de potentiel préalable, en doublant, en atteignant tout de suite le double de ce qui avait été prévu. Et je pense qu'aujourd'hui, on serait encore sur une croissance. Donc, tu l'as dit, c'était 400 qui étaient visés, on a tout de suite été à 800. Et je pense qu'aujourd'hui, en toute sincérité, on aurait dépassé les 1000 s'il n'y avait pas eu le contexte actuel. Et c'est une ligne qui devra et qui pourra les atteindre parce que, et c'est la seule limite que moi je vois à la mise en place de cette ligne, et excuse-moi, mais je pense que tu partageras l'analyse, c'est que elle n'a pas fait l'objet d'une réorganisation du réseau sur le territoire en même temps. Et donc, finalement, on a eu tendance à superposer un peu l'offre et donc, du coup, à couper un peu des réserves de potentiel complémentaires et d'amélioration à ce niveau-là. Donc, oui, c'est un succès qui peut aller plus loin. D'ailleurs, c'est un succès qui est intéressant parce qu'il remet aussi en perspective les aménagements nécessaires. Tu le sais, il y a eu un couloir qui a été fait sur le boulevard de l'Entre-deux-Mers, mais qui, alors c'est toi qui as les chiffres, hein, je ne sais pas combien il a coûté parce que je suis arrivé juste après, mais on n'est pas sur du 10 millions, je peux pas imaginer ça. Et donc, du coup, il y a des lignes de car express qui peuvent fonctionner sans aménagement. Je crois que dans les fils de questions, la question a été posée, je pense que les aménagements sont nécessaires, effectivement, quand il y a des problèmes de circulation,
Et c'est en ça que le partage d'études avec les collègues de l'État et du département et de la métropole, bien sûr, sont extrêmement intéressants. C'est que ça ne sert à rien de faire des couloirs tout azimut. Il faut en faire là où le car va bénéficier effectivement d'un accélérateur de vitesse, je ne crois pas, mais en tout cas d'un maintien de sa vitesse commerciale. Et donc de la régularité de sa ligne et de l'appétence de l'offre que l'on met en place. Donc je pense que ça, c'est des éléments très importants. Après, sur les corridors à faire évoluer ou évaluer, je pense qu'aujourd'hui, sur un certain nombre de territoires, il suffirait en effet de pas grand-chose pour que de toute façon, le concept marche. Après, il faut se mettre d'accord sur c'est quoi le concept qui marche. C'est-à-dire que aujourd'hui, je pense que sur beaucoup de territoires, l'offre n'est tout simplement pas marketée. Alors, je sais que c'est presque un gros mot en collectivité, hein, mais c'est une réalité. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, quand vous parlez de la ligne, alors je ne vais pas citer parce que je ne mets personne à dos, mais quand vous dites que vous prenez la ligne 24B, 407 ou 18.2, ça parle à celui qui habite sur le territoire depuis 15 ans. Mais je pense que c'est bien, hein, c'est bien, mais ça s'arrête là. Alors que quand vous parlez d'une ligne de car express, d'un concept marketing derrière, comme tous les réseaux urbains finalement le font petit à petit pour doper leur fréquentation, vous avez déjà un premier effet levier. Ça, c'est le premier point. Marketer l'offre. Marketer l'offre autour d'un concept valable, c'est-à-dire qu'on ne commence pas à jouer avec les concepts. Si on dit que c'est du quart d'heure ou du 20 minutes en heure de pointe, ce n'est pas du 25 ou du 30. C'est du quart d'heure ou du 20 minutes. Si on dit qu'il y a un temps de parcours attractif, alors il y a un temps de parcours attractif. Et donc, je pense que depuis ton départ, Nicolas, et les travaux qu'on a menés, là où il y a une vibration, c'est que je ne pousse pas à la mise en place d'une ligne de car express rapide, je pousse à la mise en place de ligne de car express dès lors que les aménagements ont été faits. Et il faut pousser les aménagements au plus vite pour qu'au moment où la ligne de car express est mise en place, elle ait un effet psychologique réel sur le territoire et que du coup, on ne sabre pas son attractivité. Il y a des territoires où ce sera plus facile que d'autres parce qu'il y a moins d'aménagements à réaliser. Tu connais ces corridors aussi bien que moi. Mais effectivement, je pense qu'aujourd'hui, sur le fait périurbain, et je vois que Jean est avec nous, Jean a montré plein de choses dans ses analyses, Jean Coldefy, pardon, dans ses analyses et dans certains rapports qu'il a pu faire. Je pense qu'en effet, il y a beaucoup d'endroits où le fait périurbain n'est pas couvert et que le simple fait de structurer une offre à minima efficace permet d'aller chercher du report modal et pas mal de choses. Et en effet, après, il y a des aménagements complémentaires qu'on peut faire. Mais oui, je partage ça, oui. Je peux compléter encore sur Bordeaux-Créon, si tu veux, Nicolas, mais... André, tu avais levé la main. Est-ce que tu veux peut-être intervenir si tu souhaites et puis peut-être atterrir sur la fin de ce webinaire parce qu'on a déjà pas mal dépassé, mais les sujets étaient passionnants. Donc André, tu veux bien mettre ton micro et puis peut-être conclure. Ok, merci à tous les présentateurs, merci à Nicolas. Je n'étais pas inquiet, hein, de son passé. Je voudrais apporter quelques éléments, mais qui vont dans le sens de ce que vous avez dit. Sur le domaine d'utilisation, bon, j'ai entendu pendant ces 10 ou 15 années au cours desquelles on a porté ce sujet-là, des remarques dans un premier temps du type « oui, mais Madrid, c'est une capitale ». Alors du coup, on leur a dit « Grenoble ». Ils nous ont dit « ah oui, mais Grenoble, c'est le phénomène métropolitain ». Et je leur ai dit « Saint-Sulpice, Albi ». Ils m'ont dit quoi? J'ai dit « Saint-Sulpice, 8000 habitants, Albi, 50 000 ». Il y a une ligne de bus express là-bas. Ah ben là, c'est pas une métropole, non, c'est bizarre, ça marche. Bon. Ça, donc, c'était sur le domaine d'utilisation qui est effectivement très large. Et quand Jérôme Kravets dit que sur une cinquantaine de corridors, il y en a la moitié qui sont orphelins en matière d'offres au regard de l'autosolisme et qu'il y a quelque chose à faire là-dessus, covoiturage ou bus express, ça traduit un peu l'importance du problème. Sur le potentiel, j'ai vu passer des messages du type est-ce qu'il y a un report de la voiture vers le car? Enfin, il faut savoir qu'à Madrid, en moyenne, sur les 7 autoroutes radiales, il y a 25 lignes. Si sur une ligne, vous avez des bus toutes les 10 minutes, ce qui n'est pas extrêmement élevé, hein, en région parisienne, c'est 5 minutes les fréquences. Donc 10 minutes, ça vous donne 6 bus. 6 bus, 25 lignes, ça vous fait 150 bus en heure de pointe. Et si vous ne comptez que 30 personnes par bus, vous avez 4500 personnes, c'est 2 voies d'autoroute. Vous économisez 2 voies d'autoroute. Hein.
Voilà. Et enfin, sur les valeurs actualisées nettes socio-éco, nous avions, j'ai un très bon copain, nous avions un très bon économiste chez Cofiroute qui malheureusement est décédé cet été, Jean Dolons. Et un jour, je lui avais dit, il faut qu'on fasse une estimation théorique de la valeur actuelle nette socio-éco de modèles du type Madrid. Alors on s'était dit, mais il nous faut quand même des critères. Et donc on avait pris une étude socio-éco de mémoire, c'était un tram-train ici Massy ou je ne sais plus quoi, dans ce coin-là. Parce que bon, il faut par exemple, quelle est la valeur socio-économique d'un kilomètre de véhicules particuliers évités. Et donc on avait fait ça et puis on s'était fait peur. On s'était fait peur parce qu'on trouvait des TRI beaucoup trop élevés, 30, 40, 50%. Et on s'était dit, on ne va pas être crédible, parce que quand même, on devait présenter ça j'ai le nom sur le bout de... Enfin, à une haute sommité en France. Et du coup, on a passé notre temps à réduire les critères que l'on prend dans les systèmes de transport collectif pour arriver à des chiffres pas trop élevés. Voilà, et puis cette étude, on ne l'a pas trop sortie parce qu'on hésitait. Voilà, donc je remercie encore une fois tous les intervenants, tous les participants. Je retiens qu'il y a un intérêt pour cela. Et si mes complices, Amélia, Sandrine et Mathieu sont d'accord, eh bien, on fera de nouveaux webinaires, hein, peut-être avec Jean même sur la socio-éco, et puis peut-être, pourquoi pas, un autre webinaire sur Madrid, mais là, il faudra prendre un peu de temps quand même. Hein. Mais comme je connais quelques personnes à Madrid, ça devrait marcher. Voilà, je pense qu'on avait une dernière diapo. Oui. Oui, je vais vous la faire passer. Ou tu veux dire quelque chose? Juste pour vous dire que tous les éléments, aussi bien les présentations qu'une synthèse avec un maximum de réponses à vos questions seront sur le site du PIARC. Et dans ces présentations, il y a également nos coordonnées, nos adresses mail, si vous avez des questions plus particulières à poser. Mais passer par le PIARC, ça permet également, nous, de pouvoir faire appel à des experts en France ou ailleurs. C'est la force aussi du PIARC, pour essayer effectivement de rassembler un maximum d'éléments pour faire avancer ces idées en France, parce que, comme le disait très bien M. Fontaine, effectivement, il y a beaucoup de peur et tout le monde est à peu près d'accord sur le papier, mais quand on veut parler d'un vrai projet, ça prend énormément de temps, avec les problématiques de frontières administratives, de calendriers électoraux qui s'enchaînent, qui font qu'on n'arrive jamais à rien faire. Et donc, voilà, on est un peu tous des fois frustrés de ne pas forcément voir des dossiers avancés, mais il faut persévérer. Et les exemples montrés, qui datent d'une bonne dizaine d'années, montrent que ça marche. Et il faut vraiment, on va dire, labourer et continuer à parler de ces expériences-là, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne l'en fasse pas ailleurs. Les besoins sont là, les métropoles et la circulation périurbaine, on va dire, connaissent énormément de congestion. Et les solutions sont là, donc je dirais tous, il n'y a plus qu'à. Il faut juste qu'on aille tous dans le bon sens, dans le même sens, pour y arriver. Donc, merci à tous pour vos interventions, pour votre participation active, pour vos nombreuses questions, et peut-être à très bientôt sur d'autres sujets, peut-être plutôt orientés sur les arrêts, pourquoi pas, pour les pôles d'échange, sur les parkings de covoiturage, ça fait partie aussi des questions. Vous ne pouvez pas tout aborder aujourd'hui dans ce temps relativement court, mais assez dense, et donc on vous donne rendez-vous dans une prochaine session, j'espère à bientôt. Merci oui, alors beaucoup. juste un mot, je suis censé quand même vous dire que là, vous trouverez des tas de choses à l'Association mondiale de la route, hein, dont vous avez le lien vers PIARC. Et enfin, si vous souhaitez adhérer à PIARC Monde, il faut passer par PIARC France et envoyer un message à cfaipcr@orange.fr. Voilà, merci et bonne soirée. Merci encore. Merci. Soirée. Vous pouvez également laisser sur le chat ou nous envoyer un mail si vous souhaitez voir d'autres sujets développés dans des webinaires suivants. Hein. Il y a en effet le sujet des arrêts, il y a le sujet de la socio-éco. Il peut y avoir d'autres sujets, peut-être plus dans l'exploitation des lignes. On a parlé d'exploitation, mais il y a peut-être d'autres sujets intéressants qu'on peut développer pour la prochaine session.
Allô?